d'être signé entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine ce vendredi 26 mai à Beijing. C'est dans le cadre de la première visite d'État effectuée par le président Félix Tshisekedi, qui est accompagné d'une importante délégation gouvernementale. Le chef de l'État a rencontré son homologue chinois Xi Jinping, avec qui il a eu un tête-à-tête autour du rééquilibrage du contrat du siècle. Le détail dans ce journal. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Et pour ce soir, un intervenant sur ce plateau, il s'agit de Fiston Oleko. Bonsoir Fiston. Bonsoir Maryse Boleli, bonsoir à tous nos téléspectateurs aussi. Je vous reviens d'un peu pour l'actualité concernant ces tête-à-tête du président Félix Antoine Tshisekedi et de son homologue Xi Jinping. Merci. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping ce vendredi 26 mai 2023 au Grand Palais du Peuple de Beijing en Chine. Plusieurs mémorandums et accords ont été signés par les deux pays, notamment celui de la coopération entre le chaîne national de la RDC et de la Chine, à savoir le CGNT et la RTNC. Plus de détails avec Blaise Kouzola. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard, une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'1 million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle 5 au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Vous êtes journaliste à Géopolis. Dites-nous, qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans la relation entre la Chine et la République démocratique du Congo? Merci beaucoup Maryse Boleli, merci surtout d'avoir pensé à moi pour que je puisse intervenir dans cette thématique qui est très importante, surtout au moment où le chef de l'État est en Chine. Il faut dire que d'abord on va partir de la base. En 1960, au sortir de l'indépendance de la RDC, le Congo était au même niveau économique que la Chine, que l'Afrique du Sud. Et ce qui s'est passé, c'est que la Chine et l'Afrique du Sud aujourd'hui font partie des puissances mondiales
Et ils font même partie de ce qu'on appelle aujourd'hui BRICS, c'est-à-dire cette coalition d'États-là, Oui. qu'on appelle, qui est composée justement du Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud. Et pendant ce temps où les pays comme la Chine et l'Afrique du Sud cherchaient à se développer, cherchaient à émerger, à s'émerger, la RDC a été bloquée justement par des coopérations qui n'étaient pas vraiment fructueuses, notamment avec les Occidentaux. Et les Occidentaux ont développé un modèle de coopération qui était axé essentiellement sur les aides et les assistances financières. Et la conséquence, c'est que le pays n'a pas vraiment d'infrastructure, qu'on peut dire que ça, c'est vraiment le fruit de la coopération. Aucun boulevard de grande envergure, aucune ligne ferroviaire de grande envergure. C'est-à-dire que le pays est resté dans cette position-là. Aucune réalisation importante qu'on peut dire que ça, c'est vraiment le fruit de la coopération entre la RDC et l'Occident. Et par-dessus tout, on peut dire que les plus grandes conséquences ou les plus grands impacts que le pays a connu avec ces genres de coopération, c'est qu'il y a eu un taux élevé ou le service élevé de la dette. C'est-à-dire que le pays, jusqu'en 2011-2012, nous étions à 14 milliards de dollars américains. Il y avait un programme, le PPTE, qui a été instauré pour que le pays puisse élaguer ou éponger toute sa dette. Donc, nous sommes dans cette configuration-là où nous avons été un tout petit peu bernés par cette coopération avec l'Occident, alors que les pays comme la Chine aujourd'hui, c'est parmi les puissances mondiales. Je vais vous donner quelques éléments. D'abord, la Chine s'est donné comme objectif de devenir le premier pays économique mondial en 2020. Aujourd'hui, on peut dire que le premier pays en termes économiques du monde, c'est la Chine. C'est la Chine, oui. Au-delà des considérations théoriques, mais la Chine aujourd'hui produit et met sur le marché des produits qui sont en grande quantité, mais aussi de bonne qualité à un prix bas. Et dans la loi de l'offre et de la demande, même aussi dans ce qu'on appelle l'homo economicus, c'est-à-dire que l'homme économique calcule toujours le coût d'avantage de son action économique. C'est-à-dire, quand vous mettez deux produits de même qualité, et il va vers celui qui a le prix bas. C'est la politique économique de la Chine aujourd'hui et ce qui fait sa force dans le monde. Donc, ce qui va changer fondamentalement dans la coopération entre la RDC et la Chine. Et aujourd'hui, il faut dire que la Chine a développé des technologies dans plusieurs domaines. Je disais d'ailleurs que la Chine, qui a voulu être la première puissance économique en 2020, selon ses objectifs, aujourd'hui elle est. La Chine a aussi un objectif de devenir la première puissance militaire en 2025. On va dire qu'elle va atteindre à ce niveau-là, parce qu'on voit la puissance qu'il y a. Vous avez vu d'ailleurs, ici dans les images, comment est-ce que le président de la République a été reçu avec le passage d'armes. Vous avez vu. Vous avez aussi le fait que la Chine a un autre objectif de devenir le premier puissance mondiale en termes de l'intelligence artificielle. Les réalisations technologiques en Chine, vous voyez comment est-ce que ça se passe. Donc la Chine va aussi atteindre cet objectif. Donc la RDC a tout intérêt de pouvoir revoir fondamentalement ces coopérations ou ces échanges, ces liens avec la Chine, parce que vous savez que la RDC vraiment est en manque d'infrastructures de base qui peuvent impulser justement son développement ou pourquoi pas dire son émergence. Par exemple, il y a des infrastructures très importantes que la RDC envisage d'avoir. Par exemple, on parle de port en eau profonde de Banana, on parle de Inga 3, Inga 4, on parle aussi de développement des infrastructures en termes pour soutenir l'économie verte. Donc, la Chine peut être d'un apport très important dans ce sens-là. Et voilà, la RDC va justement profiter pour réaliser ces infrastructures notamment, mais aussi la Chine va bénéficier de la RDC, sera un tout petit peu obligée de pouvoir coopérer avec la RDC parce que la RDC aujourd'hui regorge des matières premières qui vont constituer justement l'économie du futur, parce qu'aujourd'hui on parle par exemple de la production des batteries électriques pour les véhicules électriques. La RDC, c'est 70% de la production mondiale du cobalt. La RDC, c'est autant des réserves en termes de lithium. Donc la Chine a tout intérêt aussi à pouvoir coopérer avec la RDC pour avoir des garanties et
Et voilà dans le sens dans l'essence d'exploiter les matières premières de la RDC. Alors, cette relation bilatérale RDC-Chine serait une bonne nouvelle, mais en quoi cela serait une bonne nouvelle pour les deux pays? Justement, avant, nous avions des coopérations qui étaient entre la RDC Oui. et les entreprises chinoises qui, naturellement, étaient parties dans des banques pour être financées et venir financer les projets ici en RDC. Mais c'était quand même un bon modèle par rapport à d'autres formes de coopération, d'autres modèles de coopération que nous avons eu. Par exemple, j'ai parlé ici de l'Occident qui nous a laissé des dettes, mais là, c'était justement un échange entre les infrastructures que nous avions besoin et les minéraux que nous avons et qui sont sur le sol et ne font rien. Donc il était quand même important de rappeler cela. Et ce qui va encore être changé, ce qui va être encore bénéfique dans cette nouvelle donne, dans ce nouveau paradigme entre la RDC et la Chine, c'est que on va plus procéder à cette coopération entre les entreprises et la RDC. Ça va être maintenant une coopération entre États, c'est-à-dire la Chine et la RDC qui vont coopérer dans le cadre notamment des accords que vous avez évoqués ici, les 4 accords qui ont été signés devant les 2 chefs d'État, Xi Jinping et Félix Tshisekedi, dans plusieurs domaines. Merci Fiston Oleko. Je vous reviendrai encore pour plus de détails. Faisant partie de la délégation qui accompagne le président de la RDC, Félix Tshisekedi, en Chine, dans le cadre de l'approfondissement de relations bilatérales RDC-Chine, le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, reçu sur le plateau de CGTN et RTNC au travers d'une émission hebdomadaire nommée Chine-Afrique. Cette coopération qui sera une occasion de renforcer le lien culturel entre les deux pays. Suivez le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi par Rachel Misenga. Cette année, à partir de cette année, CGTN et RTNC initient ensemble une émission hebdomadaire qui s'appelle Chine-Afrique, Destin partagé. Quelles sont vos attentes pour cette émission? Comme vous avez dit, Destin partagé, l'idée c'est d'être en mesure de communiquer avec les Chinois, mais l'idée c'est aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de vous, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nous. Et donc aujourd'hui il faut qu'on quitte la connaissance de la Chine que sous les réseaux sociaux, les stéréotypes ou les livres, mais là on aura l'occasion d'avoir un programme qui permettra à des jeunes Chinois, je présume, d'être vus, ou à des jeunes Congolais. Et donc pour nous ça constitue une opportunité qui va montrer que la relation renouvelée, la relation renforcée pourra être perçue de manière régulière parce qu'à travers ces programmes télévisés, chaque semaine, les équipes, que ce soit de CGTN ou de la RTNC, travailleront à produire du contenu et nous espérons que ces contenus pourra édifier les téléspectateurs congolais sur la connaissance de la Chine, l'importance de nos rapports et voir dans quelle mesure cela pourra nous être mutuellement profitable. Donc c'est aussi un exemple qui permet déjà un type de rapprochement. Bon, maintenant, il faut qu'on essaye d'étudier des programmes qui peuvent permettre d'avoir des interactions ou des échanges avec de jeunes Chinois qui peuvent venir en RDC ou des jeunes Congolais qui peuvent venir ici. Parce que moi, je suis très tenté à venir ici pour regarder les aspects culturels. C'est un pan important qui fait les rayonnements de la Chine. On a vu les Jeux Olympiques. Et lorsque nous tous on regarde certains films chinois, ça nous donne un aperçu. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on identifie des secteurs d'intérêt commun pour les jeunes. Ce sera sûrement la culture, ce sera peut-être la musique, ce sera sans doute le sport, pour qu'on voie dans quelle mesure on essaie de promouvoir ces contacts réguliers. Et ce n'est que de cette manière que nous allons consolider les relations entre nos deux pays, les relations entre nos deux peuples. La RDC et la Chine viennent de signer un accord dans le média. Vous êtes professionnel de médias. Dites-nous, est-ce que Kinshasa peut s'inspirer du modèle chinois de manière holistique? Merci beaucoup, Maryse Bouleli. Votre question est tout autant importante. Il faut dire que la RDC peut vraiment s'inspirer, et cela à plusieurs égards, du modèle chinois. Surtout, on va commencer par la régulation. Vous savez que la Chine a développé un modèle de régulation propre à elle, qui fait que les médias sont régulés d'une manière
très stricte et même les réseaux sociaux sont régulés. On ne blague pas là-bas avec les réseaux sociaux. La Chine est très regardant sur le plan de contenu des réseaux sociaux. Très strict. Il est vraiment très regardant. Et cela permet même à ce pays de pouvoir maintenir ses valeurs culturelles. Et ça ne permet pas aussi trop qu'il y ait des influences extérieures. Parce que vous savez, une autre manière de dominer, c'est de pouvoir inoculer des gens ou des sociétés des produits médiatiques qui viennent d'extérieur. Vous savez, à un moment donné, la RDC a été bâillonnée ici par l'Afrique est bâillonnée, on va dire jusqu'à aujourd'hui, par les produits médiatiques qui viennent de l'extérieur. Alors que les pays comme la Chine ont développé des régulations qui font en sorte que ce n'est pas n'importe quoi qui entre dans leur pays. Et dans leur pays, ce n'est pas toutes les pratiques, par exemple, qui se vivent ici à Kinshasa, que tu vas voir dans les médias de manière générale, dans les médias chinois et dans les réseaux sociaux des Chinois. Donc la Chine a aussi développé des capacités là de pouvoir produire beaucoup des applications, beaucoup de programmes dans l'intelligence artificielle que la RDC peut justement s'inspirer pour pouvoir développer aussi son secteur de médias. Et il faut dire que la Chine est aussi actuellement dans une politique de rayonnement de sa culture, à travers ce contenu, à travers ce qui se vit là-bas, à travers sa culture, à travers ses valeurs, partager ça au niveau mondial. La RDC, pourquoi pas, il peut s'inspirer aussi de ce modèle-là de la Chine pour pouvoir développer aussi son côté média pour à la fin pouvoir arriver à faire rayonner aussi notre culture, parce que nous en avons quand même des valeurs que nous défendons et que ça ne doit pas toujours être nous qui subissons d'autres cultures, et que ça soit aussi nous qui influençons quand même le monde avec la culture. Et cela, la Chine, avec ses outils en termes de nouvelles technologies de l'information et de la communication, peut justement aider. Le ministre, vous avez suivi, le ministre de la Communication et Médias a parlé des échanges, des rapprochements culturels qui peuvent avoir entre la jeunesse congolaise et la jeunesse chinoise. Moi, je crois que c'est quand même un élément très important de pouvoir collaborer avec la Chine en termes des médias. Merci beaucoup, Fiston Oleko, pour cette intervention concernant la coopération entre la Chine et la RDC. Merci beaucoup. Continuons ce journal en parlant scientifique. Le danger et enjeux de minerais stratégiques et de la transition énergétique en RDC, c'est le thème qui a été abordé ce vendredi 26 mai au cours d'une conférence débat tenue à l'IFASIC organisée par Géopolis Forum à l'occasion du cinquantenaire de l'IFASIC en collaboration avec l'association des anciens de l'ISTI. Plusieurs personnalités du monde scientifique, de représentants des entreprises, des étudiants ont répondu présent à cette activité qui a été aussi marquée par la remise de diplômes d'honneur aux personnalités scientifiques de cette alma mater. Un reportage signé Jojo Moulamba, Giscard Tamba et Serge Kaninki. La salle professeur Kintima a servi de cadre pour la tenue de cette conférence débat organisée par Géopolis Forum à l'occasion du cinquantenaire de l'IFASIC. Le comité de gestion de cet alma mater, le représentant des entreprises, les étudiants et autres invités de marque ont rehaussé tous de leur présence à cette activité qui a été placée sous le thème « Les dangers et enjeux de minerais stratégiques et la transition énergétique en République démocratique du Congo ». Après le mot de bienvenue et des circonstances prononcées respectivement par le recteur de l'IFASIC et du patron de Géopolis Forum, place a été donnée à l'orateur du jour, l'ingénieur Raphaël Ngoyi, pour expliquer le thème. Mais les gens qui dirigent le pays doivent savoir les enjeux, comment le monde évolue, pour ne pas se vendre au rabais. Parce que quand vous allez ignorant à des négociations des gens qui sont éclairés, ils peuvent vous acheter des milliards pour quelques bonbons. Et ça arrive souvent. Et donc vous voyez lithium, cobalt. Et je veux vous dire que les leaders mondiaux, lithium et cobalt, c'est votre pays. Et nous y viendrons avec force. Cette conférence a été également marquée par la remise de diplômes d'honneur au tout premier recteur de l'IFASIC, à l'actuel recteur et au professeur émérite Jean-Chrétien Ikambo. De votre engagement signalé pour
le 26 mai 2023 pour Géopolis Forum, William Albert Kalendaï, président, Dieudonné Guanali, vice-président, Paul Bossa, secrétaire. Monsieur le recteur, nos félicitations. Géopolis Forum ASBL, qui est une plateforme. Au sortir de la conférence, les participants ont exprimé leurs impressions. Pour eux, cette initiative est à soutenir et ne doit pas rester là. L'impression qu'on a d'abord, c'est que ce genre de conférences ne sont pas habituelles. Surtout que cette conférence est basée sur une thématique d'avenir, parler des enjeux de ce que nous avons comme minéraux, de ce que nous avons comme produits naturels. Ce type de conférences, on ne les rencontre pas tous les jours. Je me réjouis d'autant plus que cela se passe dans un milieu où il y a beaucoup de jeunes, un milieu d'avenir pour notre pays. Et à cette occasion, effectivement, celui qui est mon maître, celui qui a fait de moi ce que je suis, a reçu une reconnaissance. Et je voudrais dire ici que je suis le porte-voix d'une personne qui est immensement reconnaissante pour le geste qui a été commis. J'ai retenu de tout ce qu'on a dit. Il faut que les gouvernements congolais puissent trouver des stratégies, mettre en place pour pouvoir que nous soyons notre propre production, pour pouvoir aider à l'évolution, au développement et pour pouvoir aussi créer des offres d'emploi. Parce que quand déjà nous sommes producteurs nous-mêmes, nous pouvons facilement créer des emplois pour des jeunes Congolais. Parce qu'en ce moment, vu qu'il manque de boulot, il y a chômage, etc. Donc je pense que ça va vraiment aider à nous propulser vers le dessus. Cette activité qui avait une portée scientifique a visé donc à apporter de nouvelles connaissances aux étudiants pour qu'ils soient demain des acteurs du changement en République démocratique du Congo. Sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, une mission gouvernementale est dépêchée dans la province du Sud-Kivu, en territoire de Kalehe, déclarée zone sinistre suite à l'inondation qui a eu lieu après la pluie diluvienne du 4 mai et qui a fait 500 morts et plus de 5000 déplacés. À la tête de cette mission dite mix gouvernement, Parlement, le chef du gouvernement Samalou Kondé est atterri à Goma le soir de ce jeudi 25 mai. Le détail avec Fiston Oleko. C'est une deuxième mission gouvernementale, cette fois-ci ayant également quelques parlementaires, qui va atterrir dans la zone sinistre de Calais pour apporter des solutions à cette population, spécialement dans les localités de Nyamokubi et de Bouchouchou, victimes de cette pluie diluvienne du début du mois de mai 2023. Comme vous le savez, nous avons connu dans la zone un sinistre, au-delà déjà de cette situation d'insécurité que nous vivons ici dans les provinces du Nord Kivu et du Kouri, et même un peu du Sud Kivu. Et donc cette situation de sinistre que nous avons connue à Calais avait sollicité du gouvernement que nous puissions déjà avoir une première mission humanitaire et d'évaluation. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons connu 500 morts et plus de 5000 déplacés. Le chef du gouvernement a poursuivi son allocution en disant qu'il était important que des solutions soient apportées à cette population meurtrie, et ça dans plusieurs domaines. C'est important que, après que nous ayons déclaré la zone sinistre, nous venions apporter des solutions dans le domaine social d'abord, ensuite dans le domaine sanitaire, dans le domaine social, bien sûr c'est au niveau des abris et de tous les ustensiles vivres et non vivres. Au niveau de la santé, parce qu'il y a toujours un apport sanitaire à apporter en termes d'appui en médicaments, et donc nous avons voulu aussi apporter une solution de ce côté-là. Nous savions qu'il y avait une sollicitation du point de vue des infrastructures, et donc nous voulons apporter notre appui au niveau de l'OBD pour s'assurer de la réouverture de la RN2. Le Premier ministre Samalou Kondé, avec sa délégation, a été accueilli par les responsables politiques de la province du Nord Kivu, notamment le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima.
Et une brève dans ce journal, le Premier ministre Sama Lukonde est arrivé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, la nuit du 25 au 26 mai courant, accompagné d'une forte délégation de membres du gouvernement et de parlementaires. Sur place, il y a eu plusieurs activités et rencontres dans le cadre de l'évaluation de l'état des sièges avec le dirigeant d'Elituri et du Nord Kivu. Le ministre d'État, ministre de Budget, fait ici le point de la mission du gouvernement pour la journée de ce vendredi. Suivez-les dans cet extrait. L'opposant Matata Mpognon s'est vu interdire de tenir un meeting au chef-lieu de la province du Kwango alors que le militant et sympathisant de son parti étaient nombreux ce vendredi dans la salle du cinquantenaire de la procure à Kenge. Selon les autorités de la province, l'instruction provenait de Kinshasa. Enoch Issei. C'est lorsque l'ancien Premier ministre a voulu faire son entrée que des policiers les lui ont interdit et les gestionnaires de la salle a sorti le public, indiquant qu'il aurait reçu l'ordre du gouverneur des provinces qui à son tour cite Kinshasa. Selon le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango, la décision du gouvernement provincial se justifie par la situation sécuritaire très précaire dans le Kwango suite à l'activisme de la milice Mobundo. Aussi, dit-il qu'il a fallu protéger Matata qui aurait mal géré plusieurs projets dont serait bénéficiaire le Kwango, entre autres le dossier Bukangalonso, ce qui allait occasionner selon lui un soulèvement de la population, déclare Adélar Kilsi, porte-parole du gouvernement provincial du Kwango. Le leader de l'opposition, lui, à son tour, dénonce une nouvelle preuve de la dictature du régime actuel. Encore une fois, c'est la preuve de la dictature dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On nous a refusé de pouvoir être reçus par la population. On nous a refusé d'avoir un meeting dans une salle de la ville. Et encore une fois, on vient de nous refuser d'avoir un meeting dans une salle d'une paroisse, déclare Matata Mpognon. Et d'ajouter que le gouverneur dit que c'est une instruction qu'il a reçue du vice-premier ministre Peter Kazadi. Pour rappel, il y a une semaine, une marche de l'opposition organisée par Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Mpognon et Délice Sanga a été réprimée par les forces de l'ordre de la sécurité à Kinshasa. Quelques jours après, Moïse Katumbi a été interdit de se rendre au Congo central. Ce jeudi, les 4 leaders de l'opposition et leurs militants ont été empêchés de tenir un sitting à la devanture du bureau de la CENI. Ils protestent contre un processus électoral chaotique. Une autre brève dans ce journal, la RDC retrouve sa place sur la table de discussion. Le ministre de Sport et Loisirs, Claude François Kabulo Mwana Kabulo, est élu ce vendredi à Addis Abeba comme deuxième vice-président du comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et le sport de l'Union africaine. L'actualité ne s'arrête pas seulement ici, mais elle traverse aussi de frontières. Faisons place à la page internationale. Le Cameroun a adopté une stratégie de 385 milliards de francs CFA en vue de porter la production de riz à 750 000 tonnes d'ici 2030 et placer ainsi le taux d'autosuffisance à 97%. À cet effet, un atelier de validation de la stratégie de développement de la filière riz a eu lieu le 16 mai 2023 à Yaoundé. L'objectif de cette stratégie est de booster la production locale du riz et de rendre résiduelles les importations qui dominent actuellement le marché. Edouard Funda. Le Cameroun a importé 652 565 tonnes de riz d'une valeur de 162,5 milliards de francs CFA au cours des 10 premiers mois de 2022. Pour mettre fin à cette dépendance, ce pays d'Afrique centrale mise sur la production locale de riz et vise à faire passer sa production de 84 000 tonnes actuellement à 750 000 tonnes d'ici 2030. Le projet est évalué à 385 milliards de francs CFA, de 298 milliards de francs CFA seront utilisés pour les périmètres irrigués et 87 milliards de francs CFA pour les autres biens et services.
Le 16 mai 2023, le Cameroun a confirmé sa stratégie de développement du secteur rizicole pour bloquer les importations de riz qui constituent le plus gros déficit commercial avec le poisson et la farine. À cette fin, le Cameroun vise à développer 60 000 hectares pour les riz irrigués et 200 000 hectares pour les riz pluviales, produisant 6 000 tonnes de semences certifiées par an d'ici 2030. De plus, le gouvernement prévoit doter des producteurs et productrices dans divers bassins de production des motoculteurs, des mini-moissonneurs, des batteuses et des décortiqueuses. Pour rappel, les principales denrées importées au Cameroun sont les riz et les poissons congelés, selon l'Institut national des statistiques. Au cours des 10 premiers mois de l'année 2022, le riz a représenté à lui seul 4,6% des importations totales et a atteint 3 601 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement va investir 10 milliards de dollars pour augmenter les capacités de production alimentaire du continent africain. Une politique d'accélération de décision de Dakar 2, c'est qui ressort de travaux de la 58e Assemblée annuelle de l'institution panafricaine de développement qui se sont ouverts le 22 mai 2023 à Sharm el-Sheikh en Égypte sur le thème « Mobiliser le financement du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». Edouard Funda. La Banque africaine de développement BAD voudrait voir accélérer l'implémentation des décisions du sommet sur la souveraineté alimentaire et la résilience de l'Afrique Dakar 2, lesquelles avaient tablé sur l'engagement des partenaires au développement à contribuer à hauteur de 30 milliards de dollars sur 5 ans pour soutenir la mise en œuvre des pactes nationaux agricoles. L'Assemblée annuelle 2023 de la BAD en Égypte a donné l'occasion à son président de rappeler les efforts nécessaires pour renforcer les entreprises africaines en matière d'autosuffisance alimentaire, des efforts à adosser au secteur privé. Le paradoxe de l'insuffisance alimentaire sur le continent africain s'explique par la faiblesse des productions agricoles dues à un retard technologique marqué par une production manuelle à faible rendement, mais surtout aux conséquences des changements climatiques dont les manifestations sont les inondations, les cyclones ou la sécheresse. Le continent continue de se faire d'écrouler sous d'importantes importations de denrées alimentaires estimées à plus de 75 milliards de dollars par an. Pourtant, l'Afrique possède 65% des terres arables non cultivées dans le monde et pourrait devenir une véritable puissance alimentaire mondiale, L'Afrique peut et doit contribuer à nourrir la planète, a martelé le président de la BAD. Parmi les solutions envisagées pour l'agriculture africaine et qui seront discutées lors du rendez-vous de Sharm el-Sheikh figure la vulgarisation des technologies pour assurer une plus grande productivité des terres agricoles africaines en évitant de nouvelles déforestations. L'Assemblée annuelle de la BAD qui se déroule du 22 au 26 mai 2023 a pour thème mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Madame, Monsieur, ce journal est presque fini, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. C'est dans le cadre de la première visite d'État effectuée par le président Félix Tshisekedi, qui est accompagné d'une importante délégation gouvernementale. Le chef de l'État a rencontré son homologue chinois Xi Jinping, avec qui il a eu un tête-à-tête autour de rééquilibrage du contrat du siècle. Madame, Monsieur, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme chez vous. Et rendez-vous à 20h pour le match avec Blest Kuzola.